La bataille pour l'uranium nigérien n'est pas terminée, loin de là. Voilà qu'elle se déporte sur le terrain judiciaire en France. On a appris ce vendredi 19 décembre que le parquet de Paris ouvre une enquête pour vol en bande organisée dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère. Mais quelle puissance étrangère? Eh bien, c'est la Russie qui est pointée du doigt par les enquêteurs français, évoquant la disparition présumée de 1000 tonnes d'uranium sur un site auparavant exploité par le groupe français Orano au Niger. Une affaire qui pourrait constituer, à n'en pas douter, une nouvelle escalade diplomatique entre Paris et Niamey. C'est en tout cas le site France Info qui nous apprend l'existence de cette information judiciaire qui date déjà du mois d'août 2025, déclenchée à la suite d'une plainte déposée par Orano, ex-Areva. L'enquête est curieusement confiée à la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, habituellement mobilisée sur des dossiers d'ingérence étrangère et de protection du patrimoine stratégique français. Ce qui est un signal fort et qui en dit long sur la portée de cette disparition pour les autorités françaises. Toujours selon France Info, l'uranium aurait été déplacé par convoi routier sous escorte militaire jusqu'à Niamey avant un possible transfert vers le Togo en passant par le Burkina Faso. Tout ceci est évidemment la suite du feuilleton des tensions qui se sont aggravées ces derniers mois entre le Niger et la France, avec au centre des débats la place de ce fleuron du nucléaire français, Areva. Tenez, en juin dernier, par exemple, les autorités de Niamey ont frappé un gros coup en actant la nationalisation de la filiale nigérienne d'Orano, mettant ainsi un terme à plus de 50 ans de présence française dans l'exploitation de l'uranium dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Une décision hautement symbolique au cœur de tensions désormais ouvertes entre le pouvoir militaire d'Abdourahmane Tiani et la France. Courroucé, Orano avait alors réagi dans un communiqué qui disait en substance ceci. Cette démarche d'expropriation constitue une étape supplémentaire dans la volonté des autorités militaires d'évincer Orano du Niger depuis leur prise du pouvoir en 2023, ceci malgré les nombreuses démarches d'ouverture et les tentatives de dialogue initiées par le groupe. Pourtant, la réalité, c'est que depuis plusieurs mois, Orano avait déjà perdu le contrôle opérationnel de la Somaïr, principale mine d'uranium du pays. Donc, en décembre 2024, le groupe reconnaissait même la perte de 3 de ses filiales minières nigériennes, la Somaïr, dont je viens de vous parler, Cominac, fermé depuis 2021, et surtout le gisement géant d'Imouraren, qui est tout simplement l'un des plus importants du monde, fort de ses réserves estimées à plus de 200 000 tonnes d'uranium. C'est le permis d'exploitation de ce site stratégique qui a été retiré à Orano dès juin 2024. Le Niger a franchi un cap supplémentaire cette année en se lançant dans la commercialisation des stocks d'uranium présents sur les sites nationalisés d'Orano. Le président Abdourahmane Tiani s'était alors justifié en estimant que son pays exerçait, je cite, un droit légitime avec la vente de son uranium de surcroît après cette nationalisation. En réalité, l'enjeu de cette réappropriation s'inscrit dans l'ADN même du pouvoir de Niamey. En tout cas, dans la revendication qu'il en fait pour le gouvernement nigérien, la commercialisation de l'uranium est une façon de remettre la souveraineté du pays sur ses ressources naturelles. Alors, pour être tout à fait complet, il faut dire qu'Orano avait déjà saisi le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Fin septembre dernier, ce tribunal a officiellement exprimé son opposition à la vente des quelques 1300 tonnes d'uranium stockées sur le site de la Somaïr et représentant une valeur marchande d'environ 250 millions d'euros. Mais le Niger a contre-attaqué il y a quelques jours seulement lorsque le ministre de la Justice, Alio Daouda, a formellement parlé de l'intention de son pays de poursuivre Orano en justice, évoquant des faits graves dont Orano se serait rendu coupable. Orano aurait manqué à ses obligations en termes d'enlèvement et de traitement des déchets radioactifs.
mettant ainsi en danger la vie des Nigériens vivant non loin des sites concernés. On écoute à ce sujet le ministre Aliou Daouda. Orano s'arroge le droit de poser des actes attentatoires à la souveraineté et à l'intégrité de notre pays. Comme en témoigne la découverte à Madewela, département d'Arlit, d'environ 400 tonneaux contenant de la carotte radioactive, matière hautement toxique et dont l'exposition met en danger la vie et la santé des Nigériens. Selon l'étude géologique de terrain, les mesures de doses effectuées sur ces matières révèlent une toxicité dont le taux varie entre 7 à 10 microsieverts par heure, alors que la dose normale est de 0,5 microsieverts. Il faut aussi préciser que les échantillons prélevés ont mis en évidence l'association de deux produits, à savoir le bismuth 207 et le chrome X, susceptibles de contaminer une personne se trouvant à 10 mètres, avec pour conséquence le risque de troubles respiratoires aigus. À plus grande échelle, il est à craindre que des actes non encore découverts à ce jour produisent des conséquences beaucoup plus importantes. D'ores et déjà, face à ces actions de SAP, l'État du Niger a pris toutes les dispositions pour poursuivre Orano. Voilà, la bataille du narratif va donc bon train et le Niger est décidé à vendre son uranium à d'autres partenaires. Et c'est là qu'interviennent l'Iran, mais surtout la Russie, diabolisée à Paris pour ses rapports avec l'Alliance des États du Sahel et qui a signé, la Russie, il y a quelques jours, un accord stratégique avec le Niger, entre le Niger et Uranium One, les autorités russes, pour donc développer de nouveaux sites d'exploitation d'uranium. Objectif revendiqué par les deux parties, stimuler la production nationale et renforcer la position du Niger dans le secteur nucléaire. Selon les termes de l'accord, Nigériens et Russes s'engagent à obtenir des autorisations nécessaires, à mener des campagnes d'exploitation et d'exploration géologique sur plusieurs sites prometteurs et à terme à ouvrir de nouvelles mines d'uranium sur le territoire nigérien. On peut aisément comprendre l'agacement de Paris en froid avec Moscou dans toute cette zone sahélienne, sans même parler du dossier ukrainien évidemment. Russes et Nigériens sont déterminés à faire croître leur coopération quand la France laisse encore le souvenir de déclarations jugées arrogantes signées Emmanuel Macron. On doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés, et il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Alors jusqu'où ira ce bras de fer diplomatique? Depuis le coup d'État de juillet 2023, le pouvoir militaire du général Tiani a méthodiquement évincé les intérêts français et ne sera certainement pas effrayé par une enquête judiciaire menée à Paris. Et puis, on peut souligner que ceux qui crient aujourd'hui au vol ont précisément exploité l'uranium nigérien dans la plus grande opacité pendant plus d'un demi-siècle. Alors, dénoncer une expropriation ne peut se faire qu'en prenant la situation dans sa globalité. Sinon, on donne une impression de partialité assez dérangeante.
Que donnera en tout cas cette enquête française? De quelle légitimité et même de quelle objectivité peut-elle se prévaloir? Affaire à suivre et à décrypter prochainement dans Décrypter l'Afrique.